Pollen, c'est une nouvelle manière de se former. Pollen, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir accéder à des professionnels en poste qui vont partager leurs recettes, leur savoir-faire, leur secret sauce sur des compétences liées à la tech et au business. Et ça part d'une conviction très forte qui est que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'apprendre de ses pairs, de ceux qui ont défriché un sujet avant nous. Et la deuxième conviction très forte, c'est que le live est bien vivant. Et le live, c'est la meilleure manière d'apprendre, de se développer. Et puis par ailleurs, en tant que manager à Vivatech, j'avais des équipes qui allaient, en fonction des moments de l'année, entre 45 et 80 personnes. Je voyais à quel point c'était compliqué de les former avec des formations de qualité, qui leur donnent envie de se former et qui contribuent à les retenir et les engager. Parce qu'aujourd'hui, ce qui vient après le salaire, voire même dans certains cas au même niveau que le salaire, l'attente numéro 1 des salariés, c'est la montée en compétences. Et aujourd'hui, on est rentré dans une phase où c'est plus une guerre des talents pour recruter des talents. Le gros challenge, c'est comment je retiens mes bons talents. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphné. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a à nouveau transformé notre boardroom en salle d'enregistrement et on va passer les prochaines minutes ensemble. Pierre-Éric, tu es le co-host de la journée. Salut. Bonjour Sophie, bonjour Julie. T'as spoilé mon invité. On ne sait pas encore que c'est Julie. Julie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Sophie, bonjour Pierre-Éric. On est très heureuse de te recevoir comme invité aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je ne vais pas réinventer la roue. On a l'habitude dans nos épisodes de podcast de poser une première question qui est la suivante. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, comment on te définit, quelles sont tes passions, tes loisirs ? Avec plaisir. Julienne, tu te rapproches un tout petit peu de ton micro. Ouais, bien sûr. Merci. Donc, je suis aujourd'hui la cofondatrice de Pollen, que j'ai lancée il y a 8 mois maintenant avec mes associés, Olivier et Vincent. Précédemment, j'étais directrice générale de Vivatech. J'avais participé à la création de l'événement. Et donc, je suis passée de l'autre côté du miroir. Après, pendant 7 ans, avoir accompagné des entrepreneurs à grandir, à se développer, qui venaient du monde entier, je suis passée de l'autre côté et franchement on en parlait tout à l'heure, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises et j'ai grandi sinon Paris, région parisienne et passage par Istanbul où on a été expat pendant 2 ans quand j'étais plus jeune. Tu as bossé du coup à Istanbul ? Non, j'étais au collège. Ah oui, d'accord, ok. Tes parents étaient expat. Okay. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ta première vie j'ai vu que tu avais fait un passage au Figaro, chez Canal+, aux Échos. Ouais, j'ai démarré après l'école. Moi, j'avais très envie de bosser dans les médias. Ouais. J'avais pas forcément envie de rejoindre un parcours très classique, des très grosses entreprises. J'étais passionnée par les sujets de transmission de contenu, transmission d'informations qui te permettent de mieux comprendre le monde dans lequel tu vis et de prendre du recul sur les évolutions en cours. Donc j'ai d'abord travaillé au Figaro, ensuite chez Canal, au marketing et à la strat, puis aux Échos. Aux Échos, j'ai notamment lancé un média qui s'appelle les Échostart pour aider les jeunes à rentrer dans la vie active en présentant un peu les différentes opportunités qui peuvent exister. Tu peux bosser dans une start-up, dans un grand groupe, tu peux te reconvertir, devenir indépendante, bosser en asso, enfin bref, pour vraiment permettre à chacun de trouver quelle était sa voie et de dédramatiser l'entrée dans la vie professionnelle. Parce qu'il y avait un truc qui m'avait vachement marqué quand on avait... Alors, aux Échos, on s'était dit, voilà, on est les leaders sur l'info économique, mais comment est-ce qu'on fait pour être sûr que l'audience de demain commence dès maintenant à lire les Échos. Clairement, il faut développer un autre produit, parce que le média aujourd'hui est, par certains côtés, peut-être un peu trop éloigné, un peu trop complexe. Et on avait interrogé les jeunes qui nous disaient pour moi, la vie professionnelle, c'est la jungle, c'est l'oppression. Globalement, je veux faire un job alimentaire.
et m'épanouir à côté. Et moi, j'ai la conviction profonde qu'on peut s'épanouir dans son travail et que c'est même quand même un objectif pour essayer de concilier ses aspirations et le temps qu'on y passe. Et donc, je me disais, OK, il faut réenchanter un peu le monde professionnel, mais pour ça, il faut leur permettre de faire des bons choix et des choix éclairés. Et l'information là-dessus a tout son sens. Et quand j'étais aux Échos, j'ai eu l'opportunité de participer à la création de Vivatech. Concrètement, il y a Maurice Lévy qui est venu intervenir aux Échos, qui a été accueilli par le président des Échos à l'époque. Small talk dans le couloir entre les deux. Et la transition s'est faite à ce Ouais, moment-là. exactement. Ils se rendent compte tous les deux qu'ils ont envie de lancer un événement consacré à l'innovation. Et 2 jours plus tard, on était tous réunis pour se dire, OK, est-ce qu'on le fait ensemble? Et si oui, à quoi ça peut ressembler? OK. Et tu as pris la tête peu de temps après Ouais, au de ce début, gros événement. c'était le DG des Échos et le président de Publicis France qui ont pris la tête, la direction générale la première année. Moi, au début, je devais juste aider à structurer le projet parce que j'étais déjà quand même bien occupée par ailleurs. Et en fait, j'ai été happée par l'aventure Vivatech et passionnée par le projet. Et donc, la première année, je me suis occupée notamment de toute la partie contenu et marketing. Et à la fin de la première année, j'en ai pris la direction générale. J'avais 29 ans. Et moi, je me suis toujours demandé, quand on a ces responsabilités-là, on est confronté à plein de rencontres incroyables. Quelles sont les personnalités qui t'ont le plus marqué, qui ont été les plus inspirantes parmi toutes celles que tu as rencontrées? Et Dieu sait si elles sont nombreuses. Il y en a eu effectivement beaucoup. Franchement, une des premières, mais aussi parce que ça a été un des plus grands supporters de Vivatech. En vrai, ça a été Emmanuel Macron, qui a participé à Vivatech dès la première année quand il était ministre de l'économie et qui avait une vision pour la tech, pour l'innovation, une énergie et une passion et un goût d'être là, parce que j'en ai baladé des politiques dans les allées de Vivatech. Lui, clairement, il prenait son pied, il prend toujours son pied en se baladant à Vivatech et en prenant le pouls aussi de cette innovation, de ce qui se passe, et il la comprend. C'est bien que, souvent, je me souviens, j'étais assise avec ses conseillers qui avaient préparé son discours à chaque fois quand il montait sur scène à Vivatech. En fait, clairement, il s'en inspirait, bien sûr, parce que voilà, c'était un travail collectif, mais il connaissait tellement bien le sujet et il avait des convictions tellement fortes sur le sujet qu'il arrivait à être hyper spontané, à improviser et à embarquer tout le monde, surtout à une époque où le premier événement de Vivatech, c'était en 2016, où on était encore loin du dynamisme de l'écosystème tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il y avait un côté un peu performatif, quoi. Enfin, il fallait se répéter qu'on allait devenir... Et dans les étrangers, t'en as d'autres ou pas? Ouais, les personnalités chez Salesforce m'ont pas mal marqué. Tous ceux qui... Donc, c'est pas obligatoirement les plus connus qui sont passés, qui t'ont le plus marqué. Non, Benioff et l'univers, l'écosystème autour de lui, ils ont ils ont développé une culture de boîte, un sentiment d'appartenance qui est tellement fort et qui transparaît aussi beaucoup dans leur relation avec leurs partenaires, leurs clients, qui est hyper vertueux, je pense. Et la personnalité de Benioff, à la fois hyper ambitieux, mais aussi beaucoup dans le partage, la distribution, se transcrit vachement dans les échanges avec eux. On parle de pollen ou pas? Et attends, on en parlait en off sur Vivatech. Vous avez quand même fait face au Covid. Comment tu gères une situation comme ça qui est inédite? Franchement, ça a été un gros challenge parce qu'en mars, je le disais tout à l'heure, moi, j'aime bien voir la vie du bon côté, mais donc, c'est bien généralement. Tu nous expliqueras après comment tu fais pour être toujours de bonne humeur, toujours souriante, toujours avec plein d'énergie. T'as une recette ou pas? Franchement, faire des choix de trucs qu'on aime, vraiment. Mais toujours se dire, ok, je vais peut-être bosser dur, mais est-ce qu'à la fin, je suis contente de ce que je fais, je trouve que j'ai un impact et je suis heureuse au quotidien et je suis contente des gens avec qui je le fais. Je pense que c'est ça le plus important. Et de la recette du bonheur. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc Vivatech début mars, très optimiste. Allez, c'est bon, on fait la conférence de presse. Ouais, il y a du Covid en Italie, mais franchement, ça va passer. Gérable. Ouais. Ça traverse pas les frontières, tout le monde le sait. Bien sûr que non. Donc, on fait conférence de presse avec du gel hydroalcoolique, des masques, mais on dit, bon, c'est bon, en juin, pas de problème, on se retrouve tous à la porte de Versailles. Bon, 10 jours plus tard, on annulait l'événement, ça faisait 9 mois qu'on bossait dessus.
Et derrière, on a pris le pari de revenir l'année d'après. On voulait pas faire un événement online un peu à moitié, et surtout alors que tout le monde avait beaucoup d'autres préoccupations. Enfin, clairement, on disait, OK, faire de l'événementiel, les gens, ils ont à sauver leur vie, leur famille, leur job. En revanche, on veut préparer un grand retour le jour où ça ira mieux, parce qu'on aura plus que jamais besoin de se retrouver, de se reconnecter. Mais sauf que pendant ces 16 mois qui ont séparé l'annulation et le retour de Vivatech, je pense, 14 mois sur 16, on s'est dit, l'événementiel est mort, plus jamais les gens ne voudront se retrouver en physique. Et puis de toute façon, le Covid revient, puisqu'il y a eu une seconde vague, le Covid revient, donc de toute façon, on ne pourrait pas ouvrir les portes. Et finalement, 2 mois, et donc pourtant nous on avait vraiment bossé sur ce scénario-là, 2 mois avant Vivatech, on a eu le feu vert pour réouvrir avec beaucoup de contraintes, 5000 visiteurs à un instant T, des tests antigéniques à l'entrée, mais on a tout pensé l'événement et toute la partie opération et logistique pour que ça puisse avoir lieu. Et en fait, je pense que ça a permis de consolider Vivatech, parce qu'on était vraiment les premiers à revenir. Il y avait ce côté optimiste, positif on croit aussi que la technologie, la science, et on l'a vu avec le vaccin du Covid, est un vecteur de transformation positive de nos sociétés, et c'est ce qui va nous faire redémarrer. Donc ça a été une énorme épreuve, pour les équipes, pour les clients, pour tout le monde, de naviguer dans cette incertitude. Mais le fait d'avoir pris des paris très forts et d'avoir pris des paris ambitieux, je pense que ça a payé, et on était tous hyper satisfaits après. Alors allons-y sur Pollen. Ça fait quelques mois que ça occupe ton quotidien. Exactement, Pollen, nouvelle aventure. Donc je disais tout à l'heure, je passais de l'autre côté du miroir, et en vrai, c'est génial. Pollen, l'ambition, c'est de permettre à tous d'apprendre tout au long de leur vie professionnelle, parce que l'apprentissage aujourd'hui, c'est un énorme facteur d'épanouissement personnel et professionnel. Tu disais d'ailleurs dans la vidéo que généralement, ce qu'on apprend, on le retient de 18 mois. Exactement. Une compétence aujourd'hui a une durée de vie de 18 mois. Donc, on a besoin de se former tout au long de sa vie. Et aujourd'hui, les formations académiques, elles n'ont pas le temps de suivre l'évolution qui se passe sur le terrain. Elles n'ont pas le temps d'être à jour par rapport à la rapidité de déploiement des innovations. Donc, pour progresser, il y a un transfert du savoir au sein des opérateurs sur le terrain qui doit s'organiser pour que le savoir soit plus équitablement partagé et distribué. Et donc Pollen, c'est une nouvelle manière de se former. Pollen, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir accéder à des professionnels en poste qui vont partager leurs recettes, leur savoir-faire, leur secret sauce sur des compétences liées à la tech et au business. Et ça part d'une conviction très forte qui est que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'apprendre de ses pairs, de ceux qui ont défriché un sujet avant nous. Et la deuxième conviction très forte, c'est que le live est bien vivant. Et le live, c'est la meilleure manière d'apprendre, de se développer. Je pense que mes expériences à Vivatech et l'impact que j'ai pu voir des connexions, des relations humaines, est sans commune mesure par rapport à l'impact de formations en ligne, préenregistrées, en solitaire, où c'est très bien pour l'acculturation, pour partager quelques notions de manière très large. Mais quand on veut vraiment acquérir une compétence et challenger ses manières de faire, le live avec ses pairs, c'est vraiment la meilleure manière de procéder. Et donc la genèse, t'es partie de ces constats-là pour lancer Pollen, ou t'es partie d'une feuille blanche en disant quels sont les secteurs à défricher, quels sont les pains que j'aimerais adresser, etc. Je suis partie à la fois de ces constats-là et parce que je disais tout à l'heure de ce que j'aime faire, en fait, dans le fond aussi. Moi, ce que j'aime, et c'est ce qui a un peu m'a guidée dans tout mon parcours, c'est la transmission de contenu. Et en fait, au bout d'un moment, avec les médias ou même avec Vivatech, j'avais envie d'aller plus loin que juste inspirer ou faire circuler l'information. Et aller plus loin, c'est donner les moyens de l'action. Et c'est une fois qu'on a pris conscience de ces évolutions technologiques, de ces nouvelles informations, de cette nouvelle donne, comment est-ce qu'on en fait un levier pour soi-même agir. Et c'est là où la formation vient après l'information. Et après, j'ai réfléchi autour de ça. C'est quoi la meilleure manière de former aujourd'hui? Et donc, j'ai beaucoup échangé avec des experts en pédagogie, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup essayé des formations pour définir avec mes associés c'est quoi la méthode Pollen et à quoi ressemblent des formations Pollen. Et puis, par ailleurs, en tant que manager à Vivatech, j'avais des équipes qui allaient
fonction des moments de l'année, entre 45 et 80 personnes, je voyais à quel point c'était compliqué de les former avec des formations de qualité qui leur donnent envie de se former et qui contribuent à les retenir et les engager. Donc tu pars d'experts et la méthode pédagogique, là, elle s'articule autour de quels axes? Parce que c'est un vrai sujet par les temps qui courent. Il y a probablement plein de méthodologies à inventer. Ouais. On est aussi beaucoup parti des formations qu'on aurait aimé avoir. Et les premiers constats, c'est on apprend de ses pairs et en collectif pour favoriser la rétention. C'est l'apprentissage par l'expérience et l'apprentissage par le faire, learning by doing, qui est un élément fondamental sur la pyramide d'apprentissage. Enfin, je fais des gestes, mais personne ne voit. C'est une pyramide inversée. Voilà, exactement. On voit que un entonnoir. Plus on pratique et plus on est actif dans l'apprentissage, mieux on va retenir une information. Deuxièmement, c'est des séquences très courtes. Les formations en tant que telles durent soit une journée, soit une demi-journée. À l'intérieur de ces formations, c'est des capsules de 15-20 minutes au sein desquelles on alterne. Il y a des capsules théoriques, il y a des capsules de partage d'expérience, des capsules de group work, des capsules de décryptage de case study, pour qu'il y ait un rythme qui maintienne en permanence l'attention des participants. Et le troisième point, c'est pendant à peu près 80% des contenus portent sur du concret et sur du vécu, que ce soit du vécu du trainer ou que ce soit du vécu de cas marché qu'il a été sourcé, et 20% seulement sur de la théorie, pour que ce soit le plus illustré possible et que ce soit du coup le plus actionnable pour les participants. Et tes clients? Mes clients, moi j'ai un modèle économique qui fait que la majorité de mes participants viennent des entreprises qui achètent des crédits pollen qu'elles dispatchent à tout ou partie des collaborateurs et qui vont utiliser pollen pour se former, bien sûr, mais qui va être beaucoup positionné comme un employee benefit. Parce qu'aujourd'hui, ce qui vient après le salaire, voire même dans certains cas au même niveau que le salaire, l'attente numéro 1 des salariés, c'est la montée en compétences. Et aujourd'hui, on est rentré dans une phase où c'est plus une guerre des talents pour recruter des talents. Le gros challenge, c'est comment je retiens mes bons talents et comment j'investis sur eux sur la durée. Et la formation et du coup la réponse avec Pollen en est un des leviers les plus efficaces. Et tes formations phares là, parmi celles que tu proposes? On couvre 7 thématiques, sales, product, growth, leadership, sustainability, data AI et tech. Les 3-4 qui sont les plus porteuses. Première, c'est construire des produits avec l'IA, avec la patronne de la data de chez Mal, qui était avant patronne de la data chez Airbnb, qui a passé 10 ans dans la Silicon Valley, et qui, vous pourrez voir sur sa page court sur Pollen, est recommandée par la CTO d'OpenAI, qui a bossé vraiment au cœur du réacteur de la construction de ces nouveaux modèles dans la Silicon Valley. La deuxième, c'est une sur le storytelling, avec une américaine, entrepreneur, qui a été à la fois productrice télé, entrepreneur et investisseur, et donc qui est sur comment on construit un narratif et comment on présente son histoire, qu'on soit fondateur de start-up, qu'on bosse en commercial, en marketing, c'est vraiment maîtriser cet art du storytelling, c'est une skill hyper importante. Et la troisième, aujourd'hui on a beaucoup de demandes sur les sujets sales et growth. Le contexte l'illustre aussi, et notamment on en a une sur la méthode MEDDIC, qui est une méthode pour structurer ses ventes et mieux analyser ces ventes complexes et sur des parcours assez longs qui fonctionnent très bien. Et comment tu sélectionnes tes formateurs ? C'est beaucoup de recommandations. Pour chaque formateur, on doit avoir au moins 3 recommandations de gens qui ont bossé avec lui, qui l'ont managé, ou qui l'ont côtoyé dans sa vie professionnelle. On a eu beaucoup de candidatures aussi sur le site pollen.fr. Aujourd'hui, on en a retenu, je pense, 5%, puisque le gros, c'est de la chasse, de la outbound de notre côté, en allant chercher les meilleurs formateurs sur les thématiques qui correspondent aux compétences qu'on a identifiées comme essentielles pour demain. Et est-ce que ces formateurs sont eux-mêmes formés pour faire la formation ? Clairement, c'est un onboarding en 5 étapes.
supervisé par mon associé, qui prend à peu près 1 mois et demi. Pour s'assurer que de très bons experts, ils deviennent très bons trainers, s'assurer de la cohérence et de l'homogénéité des formations pollen, et que quand on vient à une formation pollen, on sait que c'est concret, actionnable, et que dès le lendemain, on va pouvoir mettre en place plein de nouveaux frameworks dans son boulot. Il y aura une certification à terme? Aujourd'hui, nous, on est certifié Calliope, donc qui certifie la robustesse de la méthode et de tous les process. Et on remet un badge pollen aux participants qui certifie qu'ils ont fait une formation, mais qui n'est pas un certificat reconnu par l'État. Et tu t'inspires de tes 2 modèles américains ou vous essayez de vous singulariser par rapport Ouais, on regarde pas mal ce qui se fait aux US. Après, ils sont gros d'ailleurs, les 2 acteurs ils sont lancés 1 an avant nous, donc ils ne sont pas encore énormes, mais on sent que dans le learning aux US, c'est vraiment ce qu'on appelle le cohort-based learning qui est clé. Donc remettre du live au cœur de l'expérience, remettre des cohortes et du partage entre pairs. Eux sont majoritairement online. Il se trouve que nous, on est beaucoup en présentiel parce que en fait, la demande en France, en Europe, se porte beaucoup là-dessus. Et clairement, à terme, on va faire de plus en plus de sessions online pour scaler quand on va vouloir pénétrer les marchés européens. Mais au démarrage, pour créer des communautés et faire jouer à plein l'effet bouche à oreille et réseau, le fait d'être en présentiel, ça renforce énormément nos liens avec nos participants, avec les trainers, ça crée de la fidélité et c'est hyper vertueux. Donc en ça, on se singularise beaucoup des Américains et on a une approche beaucoup plus B2B de la formation que les Américains, où les Américains investissent beaucoup plus à titre personnel dans leur formation professionnelle, y compris les cadres. Quand nous, on est très, très B2B. Et le troisième élément, je dirais, nous, on a une approche aussi où on a fait un partenariat avec plusieurs acteurs, plusieurs associations comme Diversity Days ou l'Escalator, où à chaque session pollen, il y a un entrepreneur ou un jeune qui bosse dans la tech qui est invité pour bénéficier des formations pollen gratuitement et faire en sorte que le savoir se partage et se répande le plus facilement possible. Et de donner sa chance à chacun. Tu as fait de l'intrapreneuriat, maintenant tu fais de l'entrepreneuriat. Quelle est la différence? Franchement, la première, c'est le cash. Non, mais c'est vrai. Enfin, en fait, il y a plein de similitudes. Et moi, j'adore cette phase en plus de création, imaginer un nouveau positionnement, trouver ton go-to-market, pitcher, vendre, recruter l'équipe, tout ça, franchement, c'est très proche. Vous êtes combien chez Pollen aujourd'hui? On est 9 et on sera à 12 là en début d'année. Donc, tout ça, franchement, c'est très très proche. La frugalité, alors, plutôt que le cash. On va mieux. Non, non mais le cash, le cash, en fait, c'est juste que c'est une charge mentale qui est là en permanence et qui, du coup, effectivement, te fait prendre des décisions vraiment en fonction de ça. Parce qu'aujourd'hui, le contexte fait que tu as envie d'atteindre une rentabilité à un horizon de temps qui n'est pas trop éloigné, que tu ne regardes pas que ta top line, mais tu regardes aussi ton trajectoire en termes d'EBITDA. Et que tu sais que tu as ce risque-là, où à la fois quand tu te dis « Ok, j'ai envie d'être ambitieux, donc je vais quand même investir sur ma croissance », mais tu te dis « Bon, ok, il faut que je sache que dans 12-18 mois, je puisse relever. Si jamais je ne peux pas relever, tu as une petite panne, quoi. » Alors que dans un grand groupe, tu ajustes plus au fur et à mesure et tu es plus suivi on voit tout à fait ce dont tu parles. Nous, notre charge mentale, elle porte sur 60 boîtes qu'on a en portefeuille. Donc, elle est à la fois diffuse, mais elle est assez forte aussi. Et trouver ce juste équilibre entre faire de la croissance parce que tu as de l'ambition et parce que tu veux aller vite. Et on ne sait pas comment le marché va réagir dans les prochains mois. Donc, il y a tellement d'incertitudes que la balance, elle n'est pas simple à trouver. Exactement. Et en parlant de cash, pour ceux qui nous écoutent et que ça intéresserait, quel est le coût d'une formation et quelles sont les options de financement un petit peu? Quand tu achètes des sessions à l'unité, c'est 890 € la journée, 490 € la demi-journée, incluant le déj, tout. 95% du temps, c'est pris en charge par la boîte. Et quand les boîtes achètent des crédits pollen, le premier package, c'est à 4 000, le plus gros package, c'est à 150 000. Et ta journée de formation peut te revenir à 600 € à peu près, si tu as pris le plus gros package.
Tu peux nous redonner quand même quelques tips sur l'entrepreneuriat et l'amorçage d'un projet comme le tien et comme n'importe quel autre projet entrepreneurial? Qu'est-ce que tu as appris que finalement tu n'avais pas connu dans ton expérience précédente avec des gros partenaires comme les Échos et Publicis? Et qu'est-ce qui t'a servi aussi aujourd'hui pendant le lancement de Pollen? Ouais, le premier, franchement, et pour le coup, c'était la même chose dans mes expériences d'intrapreneuriat, c'est bien s'entourer, bien construire ton équipe et bien s'associer. La complémentarité que j'ai avec mes associés, en particulier Olivier, qui est opérationnel au day-to-day avec moi, elle est juste incroyable. Enfin, sur le papier, on avait des profils hyper complémentaires. Bon, très bien. Moi, beaucoup plus sales, marketing. Lui, beaucoup plus produits, ops. Mais dans les faits, en fait, ces différences font que à chaque fois, sur un problème donné, on va avoir une perspective différente et que c'est hyper vertueux d'en discuter et d'en débattre. Et du coup, il faut bien cadrer. En fait, c'est OK de ne pas être d'accord et c'est OK d'avoir une perspective différente sur les sujets. Mais il faut franchement vachement s'écouter et se faire confiance. Parce que tu peux pas être sur tous les sujets. Et ça, je pense que c'est un des points les plus... l'écoute, la discussion et la confiance, c'est les points les plus importants, je pense. Et après, c'est franchement pas avoir peur de se planter, quoi. Enfin, et en fait, tu vas te planter une journée, mais tu vas te relever, et puis le lendemain, tu iras un peu plus loin. Et c'est un marathon, quoi. Donc, faut être patient, faut itérer, faut avoir beaucoup d'humilité. Et puis à la fin, si ça finit par marcher, j'espère en tout cas. Alors tu sais, quand nous on a commencé à regarder quels étaient... Enfin, ça on fera qu'on coupe parce que... Tu peux reprendre. C'est vrai. On coupera. Non, est-ce que tu sais que le timing est fondamental dans le succès? On pourrait penser que c'est l'équipe, tu vois, l'élément qui vient le plus naturellement, c'est celui de l'équipe. Et en fait, toutes les études montrent que c'est plutôt le timing. On peut avoir des équipes de fous, mais si elles se lancent sur un projet qui n'est pas dans le bon timing, elles vont pas réussir. Est-ce que tu penses que c'est le bon timing pour développer des projets dans le domaine de l'EdTech? Et en fait, si je te pose la question, c'est que je pense que c'est le cas. Donc, ça me rassure. Non, mais en fait, on en parle depuis 10-15 ans et il y a eu assez peu de projets qui ont réussi à émerger de manière très significative. Et là, pour plein de raisons qu'on développera peut-être ultérieurement, le timing est plutôt super bon. Ouais, je pense que c'est évidemment le bon timing parce que tu as toutes les innovations liées à l'intelligence artificielle et à la Gen AI qui sont en train d'arriver sur le marché et où tout le monde se demande ok, bon, j'ai compris plus ou moins les concepts théoriques, mais maintenant comment je les mets en application? Et du coup, cet apprentissage par l'expérience sur des sujets très concrets, en ayant des use cases très précis pour ton métier, pour ton secteur, pour ton entreprise, qui est la promesse de Pollen, je pense que ça a énormément de valeur. Le deuxième point, c'est que post-Covid, télétravail, on arrive à un moment où en fait les gens ont besoin de se réouvrir un peu les chakras, de rencontrer des gens différents, de sortir de chez eux. Et on voit l'événementiel qui repart en force, les gens qui reviennent au bureau. Et ça montre aussi le besoin de refaire des formations en inter-entreprise où tu vas rencontrer des gens qui partagent le même challenge que toi et avec qui échanger. Donc ouais, par ces deux dimensions-là, je pense que c'est fondamental aujourd'hui. Et le troisième point, je pense que c'est la guerre des talents qui se porte sur les sujets de rétention des talents. Et de métiers de demain, parce qu'il y a une stat que tu n'as pas partagée tout à l'heure, mais je crois que c'est 50% des métiers de demain n'existent pas. Et demain, c'est dans les 10 années 2030, à venir. Donc c'est énorme. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Le temps passe et on va devoir se quitter. Du recrutement, par exemple. Ouais, non, peut-être plus sur l'apprentissage. En fait, que ce soit dans l'apprentissage professionnel ou personnel, je pense que ce qui fait grandir chacun, c'est d'apprendre tous les jours. Et je pense que de se poser tous les jours la question de savoir, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai envie de découvrir? D'être en permanence curieux de ce qui nous entoure et de ce que les gens qui sont autour de nous nous entourent, c'est fondamental. Moi, un truc qu'on fait chez Pollen, c'est qu'on demande à chacun qu'est-ce que vous avez à transmettre, à la fois comme hard skills dans la vie pro, mais aussi, je sais pas, est-ce que tu es un super expert en cuisson de je sais pas quelle recette de cuisine, un super expert en piano, en poésie, et organiser des moments de partage et d'échange. Je pense que c'est à la fois fédérateur et c'est ce qui te fait grandir.
Mais est-ce que les salariés sont prescripteurs auprès de leur employeur? Ouais. Ouais. On a une triple approche commerciale. Mais donc aujourd'hui, c'est pas un exercice imposé. C'est vraiment une demande très forte de la part des salariés. T'as les deux, en fait. Et c'est là où nous, on prend le contre-pied de ce qui se fait beaucoup dans la formation aujourd'hui, où c'est des formations un peu old school, qui sont imposées par TRH, et où du coup, t'y vas à contre-cœur. On m'a inscrit à telle formation, j'ai pas envie d'y aller. Là, on fait des formations que les talents veulent vraiment. Parce que c'est dans des lieux sympas, on est chez Comet, parce que c'est avec des trainers dont ils lisent les papiers sur Medium, qui suivent sur LinkedIn, qu'ils ont entendu en podcast, et parce que c'est sur des sujets précis qui correspondent à leurs enjeux métiers, et pas un truc théorique enseigné par un formateur qui n'a pas touché le terrain depuis 20 ans. Donc il y a beaucoup de prescriptions, effectivement, qui viennent soit des talents, soit de leurs managers, qui vont faire une première session, qui vont potentiellement même passer en note de frais, en budget opérationnel, et que nous, ensuite, on va demander à ce qu'ils nous introduisent auprès des RH pour proposer un plan pollen plus largement dans l'entreprise. Mmh. Et ça, c'est un gros levier d'acquisition pour nous, et du coup, c'est ce qui fait qu'on a une com très largement tournée vers le talent plutôt que vers les RH. Et juste par curiosité, toi qui interagis avec énormément de décideurs de l'écosystème économique, quelles sont tes prévisions pour 2024 au regard de tous les échanges que tu peux avoir? Ce qui me frappe, c'est que, même si ça fait franchement 18 mois que le contexte est pas foufou, c'est qu'il y a encore énormément d'envie d'entreprendre, de s'attaquer à des challenges notamment liés aux enjeux climatiques qui sont là, où les gens ont confiance, ont envie de le faire, se posent pas la question de savoir est-ce que je vais trouver des financements ou pas. Il y a cette folie un peu entrepreneuriale des débuts que je trouve qu'on a réussi à préserver, même après 18 mois de marasme économique, qui est hyper vertueuse, et je pense qu'au bout d'un moment ça va contribuer à relancer la machine. Et je pense que l'horizon s'éclaircira l'année prochaine, en tout cas je l'espère. On vous avait dit que Julie était toujours optimiste. C'est très agréable. Le podcast touche à sa fin. Merci beaucoup Julie, c'était très intéressant. Merci pour cette bonne humeur. Et rendez-vous sur Pollen. Et merci à Pelle aussi. Avec plaisir, merci Sophie. À bientôt, bonne continuation. Merci.